Après 20 ans de journalisme pour Sud-Ouest, le Nouvel Observateur ou encore Le Monde, à observer et à rendre compte de la marche chaotique de la planète, il décide d'abandonner la pure horizontalité de l'événement pour devenir reporter dans le monde des idées. Comme éditeur aux éditions du Seuil, il a pu poser son sac, ruminer, lire et enfin écrire. 7 volumes notamment pour une enquête sur le désarroi contemporain, plus ce livre hors norme, Comment je suis redevenu chrétien en 2006, fruit d'un cheminement intérieur. Celui qu'on étiquette volontiers d'intellectuel catholique est l'invité de VIP. Bienvenue à vous Jean-Claude Guilbeault. Bonjour. Bonjour. Cette étiquette, intellectuel catholique, elle vous plaît? Elle vous dérange? Bon. Vous la subissez ou vous la portez fièrement? Ça m'est égal. Non, je la porte pas fièrement. J'assume tout à fait ce que je suis. J'ai fait en effet écrit un petit livre pour dire que j'étais redevenu chrétien, sans l'avoir prémédité d'ailleurs, de façon naturelle et joyeuse. Et comme dans ce petit livre, j'ironise un peu en toute fraternité, mais j'ironise un peu contre ces gens qui n'osent plus, dans mon petit milieu d'intello de Saint-Germain-des-Prés, qui n'osent plus dire qu'ils sont chrétiens ou catholiques ou croyants. C'était encore très vrai, ça l'est un peu moins maintenant. Comme j'ironise là-dessus, j'ai aucune raison de me dissimuler et de refuser de dire que je suis chrétien. C'est vrai qu'on les cherche, les grands intellectuels chrétiens ou catholiques. Oui, je ne suis pas tout à fait sûr d'être un intellectuel, au sens où on l'entend. Vous faites comme des reportages, on peut appeler ça comme ça, dans le monde des idées. Vous avez côtoyé des grands chercheurs et cette série de 7 volumes, en plus, c'est épais, sur cette enquête sur le désarroi du monde contemporain. C'est comme une initiative, enfin une idée de Michel Serres au départ, qu'on a eu la chance de recevoir ici. Oh, il m'a donné la pichenette, si vous voulez. L'impulsion. Oui, voilà. Et Michel Serres et Edgar Morin aussi, qui a joué un rôle important. Si vous voulez, en 2 mots, c'est vrai que j'ai fait ce métier de reporter avec passion pendant en effet 20 ans, vous l'avez dit. La plus grande partie du temps au Monde, au quotidien Le Monde, à l'époque dirigé par Jacques Fauvet. Collé sur l'événement, quoi. Oui, et j'ai fait, en effet, pendant toutes ces années-là, on disait au Monde, Guilbeault, c'est le préposé aux catastrophes. Donc j'étais chargé des catastrophes, quoi, en gros. Et dans les années 70 et les années 80, on m'a demandé de m'occuper d'à peu près toutes les guerres de l'hémisphère sud qui ont eu lieu à cette époque-là, en Afrique, au Proche-Orient, en Asie. Donc j'ai été immergé dans ces guerres, dans ces révolutions. On n'en sort pas indemne de ça. Non, ça m'a profondément marqué. Et je crois que c'est vers la fin des années 70 que nous étions quelques-uns, il n'y avait pas besoin d'être sorcier, on était quelques-uns de la petite confrérie des grands reporters, vous savez, de tous les pays qui se retrouvent comme ça sur les coups de pays en pays. On était quelques-uns à pressentir de manière intuitive qu'on allait entrer dans une période de bouleversement gigantesque. De bouleversements historiques, anthropologiques de grande ampleur. C'est-à-dire des bouleversements économiques, la mondialisation, technologique, l'apparition de choses aussi extraordinaires que l'informatique, la génétique, etc. Des bouleversements géopolitiques, la fin du communisme, des bouleversements d'ordre spirituel, avec l'irruption tout d'un coup de la revendication identitaire et religieuse, dont la révolution iranienne était le premier signe. Et tout ça a fait qu'en effet, j'ai eu envie de m'arrêter parce que je me suis dit, face à ce grand basculement de notre histoire, je me sentais un peu démuni, j'avais besoin de refaire Pas fatigué, mais je me sentais ignorant de certaines choses. J'avais noué des liens de sympathie déjà avec Michel Serres, avec des gens comme Jean-Pierre Dupuy, qui était professeur à Polytechnique, qui était un grand spécialiste des nanotechnologies, etc., ou des sciences cognitives. J'avais le sentiment que beaucoup de choses allaient se mettre en route, à propos desquelles je n'avais pas de lumière. Donc j'avais besoin de refaire de la philo, de refaire de l'anthropologie, j'avais besoin de m'initier à des formes nouvelles de pensée, j'avais besoin de me recycler intellectuellement et surtout d'approfondir les choses. Est-ce que vous vous sentiez impuissant finalement, même en témoignant et en apportant en Occident les images de ce qui se passe ailleurs, en général du mal? Vous vous sentiez comme impuissant? Vous aviez envie d'être plus acteur aussi? Oui, si vous voulez, pas impuissant. J'avais envie de comprendre moi-même et d'aider mes contemporains à comprendre ce qui nous arrivait. Puisqu'il est clair qu'à partir des années 80, du début des années 80, pour employer une expression familière, le ciel nous est tombé sur la tête. Tout d'un coup, dans le monde entier, on s'est dit, on est en train, non pas de changer d'époque, mais plus que ça, on est en train de changer d'univers. Le vieux monde est en train de disparaître.
Et le monde qui surgit, on a du mal à le discerner, à le comprendre, à le déchiffrer. Donc on a tendance à être habité par la peur, par la trouille, par le regret, par la nostalgie. Moi, j'avais passionnément envie d'être capable un jour de comprendre un peu mieux moi-même ce qui arrivait et d'être capable de le faire comprendre, voilà, à un plus large public. Alors, ce qui est assez génial, c'est que c'est une période où vous démissionnez du Monde à la stupeur générale, parce que c'est quand même votre maison, mais bon, vous expliquez, besoin de se poser, etc. Et puis surtout, vous redevenez un étudiant avec cet état, comme vous dites vous-même, d'ébriété intellectuelle permanente, cette jubilation qu'on a d'un seul coup à relire, à faire des conférences. Vous avez assisté à des grandes conférences mondiales sur des thèmes importants aussi. J'ai eu une chance formidable. Côtoyer des grands penseurs. Si vous voulez, j'ai eu une chance vraiment formidable. D'abord, j'ai été engagé au Seuil, qui était un peu la maison jumelle du Monde. Ces deux maisons se ressemblaient, elles avaient une même origine, disons le christianisme de gauche. Les deux fondateurs, Beuve-Méry d'un côté et Paul Flamand de l'autre, qui se connaissaient très bien. En fait, j'ai eu le sentiment de rester dans la même boîte. J'ai franchi la Seine. Je suis passé de la rive droite à la rive gauche, et d'un journal à une maison d'édition, mais dans le même paysage intellectuel. Et puis, j'ai eu une deuxième chance, c'est qu'on m'a demandé assez vite, on m'a confié le secteur des sciences humaines. À moi qui n'étais encore qu'un galopin, je ne connaissais pas ce métier. Oui, enfin grand journaliste quand même. Donc, oui, mais on m'a demandé de m'occuper. Il y avait de l'acquis. On m'a demandé de m'occuper comme éditeur de gens comme Edgar Morin, comme Castoriadis, comme Jean-Marie Domnac, comme tout à coup, c'était pour moi très intimidant et en même temps passionnant parce que du coup, en effet, j'ai connu une bonne dizaine d'années d'ébriété intellectuelle puisque j'étais aussi chargé de suivre pour les éditions du Seuil les quelques grands colloques internationaux qui ont eu lieu à cette époque, en Californie, à Cerisy-la-Salle, au Brésil. Et là, en effet, j'ai découvert tout un univers intellectuel dont j'ignorais à peu près tout, quoi. J'ai découvert... j'ai même participé avec Jean-Pierre Dupuis à la création à Polytechnique de ce qu'on appelle le CREA, c'est-à-dire Centre de recherche sur l'épistémologie appliquée. Oui, je suis entré dans un autre univers avec passion. Comme d'ailleurs Jean-Marie Domnac, qui était plus âgé que moi, se passionnait aussi pour l'émergence de ce qu'il appelait les idées contemporaines. Et en effet, pendant 10 ans, j'ai eu le sentiment de redevenir étudiant. Alors ce qui est drôle, c'est que quand on regarde votre bibliographie, les premiers livres sont des livres de géographie, on va dire. On parle de pays, du Vietnam, de l'Asie. Puis d'un seul coup, paf, évidemment, on suit votre évolution et on passe au monde des idées avec cette série de 7 tomes qui vous a pris quoi, 13 ans 14 ans. 14 ans d'écriture sur cette enquête sur les désarrois de vos contemporains. Enfin, c'est sûr. C'est très flagrant, pas une cassure, la continuité, le saut. Ce saut dans le vide. Bah, si vous voulez, c'est vrai que... Cette élévation, peut-être. J'aurais pas dû dire un saut. Nous rendions hommage à Michel Serres. Et c'est vrai que la pichenette qu'il m'a donnée a été déterminante. Parce qu'il m'a dit une chose simple, en fait. Toute simple. Il m'a dit en 2 mots, en substance. Il m'a dit, Jean-Claude, tu nous suis depuis des années, donc tu connais nos travaux. Tu sais très bien qu'il y a une vie intellectuelle très intense, mais très spécialisée, très parcellisée. Chacun dans son domaine, les généticiens font de la génétique, les juristes font du droit, les économistes font de l'économie. Avec peu de partage. Avec peu de partage et peu de circulation. Et toi, il m'a dit, tu aurais un job à faire. Je me souviens de son expression, je trouve c'est un peu bizarre. Réfléchis, tu aurais un job à faire, c'est que toi qui es journaliste, tu pourrais appliquer ce que tu as appris dans le journalisme à nos travaux, c'est-à-dire à les rendre accessibles à un plus grand nombre et surtout être un peu le messager entre ces différentes disciplines, quoi. Le passeur, faire une sorte de synthèse. Tu serais notre messager, quoi. Voilà. C'est-à-dire, tu pourrais essayer de faire rebondir des analyses assez nouvelles, par exemple sur le terrain de l'anthropologie, à les faire rebondir sur l'évolution des idées en matière de psychanalyse ou de neurophysique ou de cybernétique ou de sciences cognitives. Tu pourrais, autrement dit, proposer à des gens qui veulent comprendre ce qui nous arrive une vision un peu plus claire, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Et tu pourrais faire du journalisme d'une autre façon. C'est ce que j'ai fait. Vous n'avez quand même pas complètement abandonné le journalisme pur et dur non plus. On peut lire vos chroniques dans le journal La Vie, notamment. Et dans le Nouvel Observateur. Dans le Nouvel Observateur aussi. J'ai vu que vous aviez d'ailleurs à un moment pour Le Monde, pour un reportage d'été, suivi le chemin de la première croisade. Oui. Bah oui, pourquoi pas. J'ai fait ça en 93.
J'ai fait ça en C'était quoi 93. L'idée, elle était toute simple, c'est que je me suis rendu compte, comme je connais assez bien le Proche-Orient, j'y ai beaucoup travaillé comme Bien journaliste, le Proche-Orient, c'est-à-dire la Syrie, Israël, la Turquie, etc. Je me suis rendu compte à quel point le souvenir de la première croisade, qui remonte à 9 siècles quand même, jouait encore un rôle dans l'imaginaire politique aujourd'hui. Quand vous apprenez par exemple que l'attentat contre le pape, ce Turc qui a voulu tuer Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre, sa première phrase quand il a été interrogé, il a dit « J'ai voulu tuer le chef des croisés ». Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Oui, c'est vrai ça, oui. Quand vous réfléchissez, Oui. je suis un jour allé à Damas, en Syrie, il y a une grande statue sur la place centrale de Damas, c'est la reddition de Renaud de Châtillon et des derniers chefs croisés, leur reddition à Saladin, qui a vaincu les croisés en 1187 à la bataille d'Hattin. Quand vous regardez l'histoire de l'Organisation de libération de la Palestine, vous voyez que Yasser Arafat avait donné le nom de certaines batailles contre les croisés à ces sections et à certaines unités militaires de l'OLP. Alors que pour nous, c'est oublié depuis longtemps tout ça. Mais là, c'était très présent. Une fois, j'ai été, par exemple, je m'en souviens tout le temps, mais j'ai discuté avec des Serbes au moment de l'affaire de l'ex-Yougoslavie. Ils rameutaient le souvenir des croisades. Ils disaient... Donc l'idée, c'était ça. Donc l'idée, c'était, je m'étais dit, je vais refaire le chemin par terre, si j'ose dire, en autobus, en voiture, en taxi, etc., entre Bouillon, pourquoi Bouillon? Parce qu'en Belgique, c'est Godefroy de Bouillon, c'est là où il y a un musée de la croisade, et puis jusqu'à Jérusalem, en essayant au fur et à mesure d'abord de raconter cette première croisade qui est extraordinaire, et en même temps de retrouver chaque fois les traces qu'a laissé cet événement tragique dans la culture contemporaine, parce que dans tous ces pays, le théâtre, la musique, la littérature, ils sont imprégnés tous ces arts sont imprégnés de ce souvenir, réinterprétés de façon différente selon les pays. Les Turcs ont leur vision de la croisade, les Serbes ont leur vision de la croisade, les Bulgares ont la vision... Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que, ça c'était le but avoué du voyage, c'est ce qui a donné lieu au reportage, mais est-ce que parallèlement à ça, votre réflexion, qui est une réflexion anthropologique au départ sur le fait de redevenir chrétien, de rechoisir finalement cette religion consciemment, est-ce que c'était déjà là en filigrane? Arriver à Jérusalem, c'est quand même oui, quand même, significatif, symbolique. Oui, c'était déjà là à l'époque. Oui, un peu, je crois, oui, bien sûr. D'ailleurs, consciemment, inconsciemment? Inconsciemment. Mais au long de cette route, j'ai rencontré, par exemple, des choses que j'ignorais. J'ai rencontré des pèlerins, par exemple. On ne sait pas, on ne le dit pas assez, que chaque année, il y a plusieurs dizaines de Français, d'Allemands, souvent jeunes, et qui partent à Jérusalem à pied. À pied, bien sûr. Oui. On ne dit pas assez que, par exemple, si vous traversez la Turquie, aujourd'hui, l'Anatolie, la partie asiatique de la Turquie, de l'autre côté du Bosphore, figurez-vous qu'il y a des associations musulmanes qui se sont créées, qui existent depuis des siècles, mais qui existent toujours et qui sont en pleine activité. Ce sont des particuliers qui offrent le gîte aux pèlerins chrétiens qui marchent vers Jérusalem. On n'en parle jamais de cela. Autrement dit, vous pouvez aller à pied à Jérusalem et être hébergé par des familles turques musulmanes. Et vous passez la soirée dans une famille et évidemment, vous avez un dialogue interreligieux dans la paix, dans l'échange, Et alors, découvrir tout ça, moi, ça m'a assez enthousiasmé, si vous voulez. Et en effet, j'avais découvert Antioche, qui s'appelle maintenant Antakya, qui est en Turquie, qui était autrefois une ville de la Syrie, qui a été donnée par la France à la Turquie, aux grandes dames des Syriens. Mais à Antioche, j'ai fait la connaissance, il y a un petit frère du père de Foucault, un père qui s'appelle François Solé, qui était maintenant un vieux monsieur, et qui est à Antakya depuis plusieurs décennies. Et là, tout d'un coup, voilà, pour moi, c'est une rencontre lumineuse, quoi. C'est quelque chose... Alors voilà, il y a eu ça aussi, cette dimension. Je vous cite. On embarrasse nos contemporains en les sommant d'annoncer sans détour et publiquement à quelle vérité ils adhèrent dans le tréfonds d'eux-mêmes, à quelle foi ils s'en remettent, quelle croyance les fait vivre, quel Dieu ils honorent ou quelle divinité ils récusent. Les réponses risquent de se faire attendre. Sur ce sujet-là, chacun préfère garder porte close. Cet extrait de Comment je suis redevenu chrétien, c'est très vrai. Vous, pour autant, vous n'avez eu aucun problème à d'abord mettre ce titre formidable qui interpelle, forcément, et à passer donc ces 200 pages de livre à nous expliquer votre cheminement. Oui, mais si vous voulez, pas de façon triomphaliste, quoi. J'ai raconté
ce qui m'était arrivé un peu à mon insu, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai l'habitude de dire, maintenant je ne le dis pas dans le livre, mais je le dis qu'il y a des gens qui reviennent à la foi de leur enfance par la grâce, par l'émotion, par l'effusion. Ouais, vous, c'est par l'étude. Claudel qui est tout d'un coup qui est foudroyé par la grâce derrière un pilier de Notre-Dame. Vous auriez aimé ? Ou André Frossard que j'ai connu quand il est à la fin de sa vie, qui a écrit ce petit livre qui s'appelait Dieu existe, je l'ai rencontré, quoi. Lui qui venait d'une famille communiste. Mais moi, c'est pas comme ça que je suis revenu. Mais vous auriez aimé à la Claudel que ça vous tombe dessus? Peut-être que c'est pas mon tempérament. Moi, ça, c'est des gens qui reviennent à la fois en prenant l'ascenseur, quoi. Moi, je suis monté par l'escalier. C'est-à-dire que, au fond, moi, c'est petit à petit, en travaillant à cette grande série de livres, que j'ai pris conscience à quel point le monde moderne était le produit, le monde moderne occidental était le produit direct de la Bible. Nous étions les produits du judaïsme et du christianisme, à l'évidence. Et tout d'un coup, quand vous sentez qu'on va entrer dans des grandes périodes tourbillonnantes, où toutes les valeurs auxquelles on croit, même auxquelles croient les athées, ce n'est pas du tout des propriétés chrétiennes. Mais quand vous prenez conscience du fait que ces valeurs sont menacées et qu'il faudra les défendre, c'est important de savoir d'où elles viennent. C'est important de connaître ou de retourner vers leurs racines et leurs sources spirituelles. C'est aussi simple que ça. Mais alors, est-ce que depuis, parce que le livre est écrit en 2006, donc ça va faire 3 ans, il y a peut-être des choses qui ont évolué depuis. Dans ce livre, vous dites notamment « Je ne suis pas très sûre d'avoir intimement la foi, mais crois profondément que le message évangélique garde une valeur fondatrice. Je ne suis pas pieux, il me faudrait encore sauter du plongeoir. » Il y a une phrase comme ça. Non, parce que je dis que j'ai sauté du plongeoir. Mais ce que je dis, c'est que j'ai franchi 3 cercles. Voilà, il y a 3 cercles qui se rapprochent. J'ai encore probablement 2 ou 3 cercles. Est-ce que vous êtes devenu pieux ? Non. Est-ce que vous priez ou est-ce que ça reste encore une réflexion extrêmement intellectuelle finalement ? Non, mais ça reste une question, ça reste une quête, ça reste une demande, ça reste un besoin. Apprendre à prier, oui. Et j'ai le sentiment que j'en ai besoin et que je suis apprenti encore, que je suis encore un enfant qui essaie d'apprendre à prier. Et vous voyez cet ami d'Antioche, d'Antakia, François Solé, il est venu à Paris il y a 1 an et nous avons déjeuné ensemble. Et je lui ai dit, François, il faut que tu m'aides à apprendre à prier. Parce que j'ai l'impression de ne pas savoir faire, je suis embarrassé. Je n'ai pas envie de réciter un catéchisme comme ça, je ne suis pas dans la bondieuserie. Mais, il a dit quoi alors ? Il m'a fait une réponse magnifique, magnifique. Il m'a dit, Jean-Claude, plus tu seras simple, plus tu penseras à ça de manière simple, sans faire de phrases. Plus tu iras vers le dépouillement, vers le silence, vers l'écoute de ce que, à l'intérieur de toi-même, l'accueil de Jésus-Christ, de sa figure. Plus tu seras simple, détaché, dépouillé, plus tu seras proche de la vraie prière. Mais est-ce qu'on peut, dans nos vies, avec une vie aussi remplie que la vôtre, de journalistes, d'éditeurs, de sans doute beaucoup de choses encore qu'on ne sait pas, puis une vie de famille tout simplement, est-ce qu'on arrive justement à trouver du temps pour se dépouiller, pour être simple, pour descendre de soi-même, pour rentrer Je crois en prière ? Que oui, vous savez, on a beaucoup plus de temps qu'on croit, quoi. Et puis on a beaucoup plus de dispersion inutile qu'on l'imagine. On peut trouver du temps même entre 2 stations de métro. Vous comprenez ce que je veux dire ? On ne peut pas mesurer ce temps en nombre de minutes. C'est en intensité de moment, quoi. C'est vrai que moi j'ai le sentiment, comme je vis une partie de mon temps à la campagne, et que j'adore le matin, je suis un matinal et que ça, ou que j'adore marcher en montagne aussi, j'ai le sentiment qu'il y a quelquefois, ça m'arrive quand même de plus en plus souvent, des moments d'absolu bonheur, d'effusion, de recueillement et de silence, où j'ai le sentiment que là, je ne suis pas loin de la prière, quoi, telle que je l'entends, quoi. Parce que je sens que ça parle en moi profondément. Mais voilà, sans faire de phrases et sans s'imaginer. Je crois que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais j'essaye. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, il y a des gens qui se lèvent tôt. Moi, j'adore ces minutes ou ces heures qui sont comprises, disons, entre 5h et 8h du matin, quoi. Voilà. Ah oui, vous vous levez vraiment très tôt. Ouais. D'accord. Votre ami René Girard a notamment dit... Il se lève encore plus tôt, lui. C'est vrai ? Ah oui, lui se lève plutôt à 3h30, 4h, oui. On ne demandera pas à Michel Serres à quelle heure il se lève. A dit ceci, c'est ce qui reste de chrétien en elle qui empêche les sociétés d'imploser. C'est vous qui le citez dans ce livre-là, notamment. Est-ce que vous pouvez pour nous expliquer, nous développer un petit peu cette phrase-là ? Oui, il voulait dire qu'il y a encore chez nous des lambeaux d'humanisme qui résistent.
C'est-à-dire, regardez aujourd'hui, enfin, après 20 ans, 15 ans, 20 ans de silence ou d'indifférence, à cause de la crise ou grâce à la crise, on trouve insupportables les salaires mirobolants des chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise, des grands patrons. Quoi. On est tout d'un coup scandalisé, quoi, que tout d'un coup quelqu'un puisse décider qu'un homme vaut 2000 fois un autre homme, quoi. Il y a quelque chose en nous qui résiste. Il n'y a rien à faire. Dans notre esprit, la logique du système des castes, ça ne peut pas marcher, quoi. La logique des Maharajas, dans notre culture, ça ne peut pas entrer. Mais au nom de quoi, ça? Qu'est-ce qui a semé en nous ça? Cette sensibilité particulière, non pas à l'égalitarisme, parce que ça c'est autre chose, mais à l'idée que tous les hommes, quels qu'ils soient, appartiennent à la même humanité. Le christianisme. Ben voilà, évidemment, c'est l'épître aux Galates de Paul, c'est le monothéisme et c'est le christianisme. Alors vous me direz, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être attaché à ça, c'est vrai. Il y a des athées, j'ai beaucoup d'amis qui sont farouchement attachés à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, ou bien il n'y a pas besoin d'être chrétien. Il n'empêche que la source, elle est là-bas. Dans beaucoup d'autres cultures qui ont leur mérite et leur valeur, la culture chinoise, la culture indienne, les Grecs, la culture grecque, Aristote, le concept d'égalité n'existe pas. L'humanité est perçue comme plurielle. Il y a plusieurs essences de l'humanité. Pour Aristote, un barbare et un citoyen, ils n'ont pas la même essence. Je veux dire, cette révolution copernicienne, qui a consisté à affirmer tous les hommes appartiennent à la même espèce humaine, sa source lointaine, c'est la Bible. C'est aussi simple que ça. Alors, voilà ce que veut dire René Girard quand il dit ça. De même la compassion, il y a des choses et qui sont maintenant diffusées dans le monde entier. C'est quelqu'un que vous citez souvent, hein, Girard d'ailleurs, que ce soit dans vos chroniques, à la vie, ou dans vos livres. Il a compté pour moi, parce que figurez-vous que j'ai fait sa connaissance, en fait, avant de quitter le monde, j'ai fait sa connaissance en 78, par Jean-Marie Demenac et les amis de la revue Esprit, qui avaient déjà fait un numéro spécial sur la violence et le sacré quelques années auparavant. Et j'ai connu René Girard parce que j'ai proposé d'aller l'interviewer pour Le Monde, de faire une longue interview de René Girard. À l'époque, il y avait une rubrique qui s'appelait Les Grilles du Temps. C'était une interview qui faisait 5 pages du journal. Vous imaginez la longueur de l'interview. Une interview fleuve, là. On ne pourrait plus faire ces choses-là. Et donc j'ai pris rendez-vous avec René Girard, après avoir lu ses livres, évidemment, qui m'avaient enthousiasmé. Et je suis parti pour dialoguer avec lui pendant 2 heures avec mon petit magnétophone. Ça a duré 30 ans. Et nous avons dialogué, en tout cas dans un premier stade, 1 an. Et il m'a invité à Baltimore, où il était à l'époque sur la côte Est, pour continuer la discussion. Ensuite, il m'a invité à Stanford, en Californie, où il a été nommé. Entre-temps, évidemment, j'avais fait mon article pour Le Monde. Je me souviens d'ailleurs je me souviens encore du titre qu'avait choisi Le Monde, et qui est d'ailleurs toujours très actuel. Le titre que Le Monde avait choisi, c'était pas moi, c'était Le Monde. La pensée moderne retombe sur la Bible. C'était ça le titre, oui, en 78 ou 19. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup, voilà, c'est quelqu'un qui a compté pour moi. J'ai eu des petits désaccords par moments, j'ai résisté à cette espèce de fascination pour cette pensée totale, quoi, qui vous englobe, mais je suis resté, en effet, il a compté pour moi. Comme a compté Jacques Ellul, par exemple, ou comme a compté Maurice Bellay, ou comme a compté Michel Henry, le phénoménologue chrétien. Voilà, sont des gens avec qui je suis en dette. J'ai des dettes. Alors justement, parlons de vos dettes, mais cette fois-ci tournées vers le passé, vers l'enfant. J'aimerais bien savoir à quoi ressemblait le petit garçon qui fonde l'adulte que vous êtes aujourd'hui. À quoi il ressemblait le petit Jean-Claude Guilbeault à 5, 6, 7 ans? Quel genre de petit garçon vous étiez? Écoutez, je suis né en Charente, donc je suis né en Algérie, mais en fait... Ah oui, ce que j'allais dire, vous n'êtes pas né en Algérie, oui, j'ai tendance à le dire, je suis né en Algérie en 1944, et je suis né d'un papa, mon père était militaire, charentais, il était général à la fin de sa vie, mais c'était un jeune, c'était le fils unique d'une famille d'agriculteurs de Charente, qu'on a poussé, c'est comme ça, au collège, puis ensuite au lycée. Il a fait Saint-Cyr en 1915, donc il a passé sa vie à faire les guerres. La guerre de 14, la guerre du Maroc, la guerre de 40, etc. Et il a épousé en cours de route, si j'ose dire, ma mère, qui était, elle, une citadine algéroise, pied noir. Et
ce sont des pieds noirs d'ailleurs. Quand je parle maintenant à des pieds noirs, ils savent très bien ce que je veux dire. D'origine alsacienne et lorraine. Parce que vous savez peut-être qu'en 1870, après la défaite de Sedan, quand l'Alsace-Lorraine est redevenue allemande, il y a des milliers de Français qui ont refusé d'être allemands. Bien sûr, oui. Et notamment des fonctionnaires qui ont demandé à quitter l'Alsace-Lorraine et on les a envoyés peupler l'Algérie. Donc mes arrière-grands-parents maternels, ce sont des Alsaciens-Lorrains qu'on a envoyés en Algérie. Donc moi je suis un enfant bâtard à tous les sens du terme. Quoi, Mais avec un vrai lien avec l'Algérie ou au contraire c'est diffus, c'est... Avec un lien flou, tragique. Tragique. Ouais. Parce que j'ai aucun souvenir personnel de l'Algérie. J'avais 4 ans quand mes parents sont revenus en France. Mais en revanche, j'étais adolescent et puis j'ai passé mon bac en pleine guerre d'Algérie. À Angoulême, en Charente, au lycée d'Angoulême. Et c'est vrai que pour moi, la guerre d'Algérie a été une épreuve violente. Parce que c'est facile à comprendre. Du côté de ma mère, toute la famille maternelle, les tantes, les cousines, etc., étaient plutôt Algérie française, quoi. Étaient plutôt même, pour dire la vérité, plutôt sympathisants de l'OAS, quoi, comme beaucoup de pieds noirs, quoi. Alors que du côté de mon père était gaulliste, mon père avait été décoré par De Gaulle au moment de la libération de Strasbourg, il avait une correspondance avec De Gaulle, et mes parents se sont séparés à ce moment-là. Et notamment à cause de cela, quoi. Et l'enfant que j'étais a été crucifié entre deux camps, c'était terrible. Et quand à partir de 60, 61, 62, ces années noires pour moi, au moment où l'OAS a commencé à faire des attentats, etc., c'était terrible parce que je me disais, au fond, ce sont les amis de ma mère qui luttent les armes à la main contre les amis de mon père, quoi, pour faire court, quoi. Et c'était dur, quoi. C'était bon, voilà. J'ai vécu des épisodes douloureux. J'ai été viré du lycée d'Angoulême pour une question que j'ai gardée en silence pendant 30 ans. Oui. J'en avais jamais parlé en public pendant plus de 30 ans. Maintenant, j'en parle. Et c'est quoi? C'est assez facile à comprendre. En 62, l'année du bac. Au lycée d'Angoulême où j'avais fait toutes mes études, comme mon père d'ailleurs. Bon, l'année du bac. L'OAS a assassiné à Alger 6 inspecteurs des centres sociaux, exécutés sommairement, de manière ignoble, quoi. Et parmi ces 6 inspecteurs des centres sociaux, il y avait le grand poète algérien Mouloud Ferraoun, auteur du Seuil, dont le Seuil publiait les livres, ami d'Albert Camus, et que moi je lisais. Et à la suite de ça, les enseignants, les syndicats d'enseignants français, c'était une période de grande tension idéologique. On lançait un mot d'ordre que je trouvais tout à fait justifié. On va observer dans toutes les classes de France 1 minute de silence à la mémoire de ces 6 inspecteurs des centres sociaux qui avaient le statut d'enseignants assassinés par l'OAS. Bon, très bien. Nous, dans notre classe, figurez-vous, dans la classe de philo, on avait un de nos copains, dont je ne dirai pas le nom parce que c'est pas la peine, mais qui avait vu son père et sa mère sous ses yeux égorgés par le FLN en Algérie quand il avait 7 ans. Et il est venu nous voir en nous disant 7 minutes de silence. Moi, s'il n'y a pas une seule allusion à mes parents, je ne peux pas supporter ça. Personne n'a jamais observé 1 minute de silence pour mes parents qui ont été égorgés par le FLN. Donc on lui a dit, t'inquiète pas, on va arranger ça, on va aller voir le prof de philo. Et on va lui dire, ajouter une phrase au communiqué des enseignants. Ouais, je veux dire, c'est-à-dire... Vous lirez le texte enseignant, puis vous ajouterez de votre cru, ce que c'est tout à fait légitime. Et naturellement, nous penserons aussi à tous les victimes de la guerre d'Algérie, quel que soit leur camp. Et puis non. Et il nous a répondu, non, moi je suis obligé d'observer les consignes syndicales. Et on lui a dit, mais attendez monsieur, si vous faites ça, notre copain va partir au moment de... Et s'il part, nous on ne peut pas faire autrement que partir avec lui par solidarité. C'est ce qui s'est Et passé. c'était le cours à 11h, il y a eu ça, il s'est levé, il est parti, on est parti avec lui, on était 3 à 11h. Et à 2h de l'après-midi, on était viré du lycée. Conseil de discipline, exclu du lycée. Viré du lycée, quoi. On a ressenti ça comme une violence, comme une injustice incroyable, quoi. Et c'est pour ça que vous avez voulu être plongé comme ça dans les événements du monde. Ça vous a amené vers l'actualité. C'est comme ça que c'est décidé, votre vocation de journaliste, ou pas vraiment? Non, pas vraiment. Pour dire la vérité, pas vraiment. J'avais toujours une curiosité pour le journalisme. Je dois dire qu'après cette histoire, on a créé un journal de jeunes au lycée. Quand même. Ouais, la même année, qui a été assez vite interdit au lycée pour irrespect à l'égard des professeurs.
Et puis, en effet, quand je suis parti à Bordeaux faire mes études, j'ai voulu payer mes études. J'ai été étudiant salarié pour ne pas dépendre des familles. Donc, j'ai trouvé un job à Sud-Ouest, à Bordeaux, dans le quotidien régional. Et pendant 6 ans, j'ai été étudiant le jour et journaliste la nuit, quoi. Donc, j'ai beaucoup travaillé. J'avais quand même un intérêt, si vous voulez, pour le journalisme. D'accord. Mais à l'époque, je voulais être professeur de droit. Et donc, l'idée, c'était que je fasse ma licence, 4 ans, 2 doctorats, 2 ans de plus, 4 et 2, 6. Et ensuite, il y avait 3 ans de préparation à la grecque. Mais à partir du 2e doctorat, on pouvait avoir un poste de chargé de travaux pratiques à la fac, quoi. Et puis, j'ai été détourné de ce beau projet par mai 68, tout bêtement, quoi. Parce qu'en mai 68, vous avez pigé pour Philippe Tesson. Et oui, parce que l'année où je devais quitter le journal pour préparer la grecque, ça a été l'année 68. Donc, on m'a envoyé à Paris couvrir mai 68. Et j'ai en effet, à l'époque, j'avais fait la connaissance de Philippe Tesson, d'Henri Chapier, de Maurice Clavel, de Jean-Claude Kerbeau, de toute la bande du journal Combat. J'allais dire, vous ne citez que des gens qui sont venus ici. Je pense à Henri Chapier et Philippe Tesson, mais non, pas les autres. Et c'est vrai que j'étais tout fier et tout ébloui d'aller dans les locaux de Combat à l'époque, qui étaient encore les locaux d'origine, rue du Croissant. À côté du café où Jaurès a été assassiné, c'est-à-dire le bureau de Tesson, c'était le bureau d'Albert Camus. Oui, donc moi j'étais petit provincial et en effet je faisais des papiers, des reportages, des tribunes qui paraissaient quelquefois à côté de celles de Maurice Clavel que je croisais dans les couloirs de Combat. Donc en effet, ça a été formidable. Oui. Mai 68, ça a été pour vous, même si vous avez écrit avant dans Sud-Ouest, mais une sorte de dépucelage aussi journalistique, parce qu'il a fallu décider entre être dans la rue avec les étudiants, avec qui vous sentiez des affinités, des sympathies, puis en même temps, il y a quand même le recul du journaliste. Oui. Ça a été un peu compliqué à gérer. Ben oui, parce que si vous voulez, c'est la direction de Sud-Ouest qui m'a appelé Jean-Henri Amouroux, qui était à l'époque le directeur de Sud-Ouest, qui, vers la fin du mois d'avril ou le début du mois de mai, il m'a appelé dans son bureau en me disant « Guilbeault, vous avez fini vos examens, je crois, parce que la session était en mars à l'époque. J'avais passé mon 2e doctorat en sciences criminelles. Il m'a dit « Vous êtes libre », mais on a réfléchi, on s'est dit « Mais Guilbeault, il est au journal depuis 5 ans, donc il est journaliste professionnel, un peu aguerri, et vous êtes encore étudiant. » Donc vous êtes la personne idoine pour aller à Paris. Donc vous prenez le train ce soir, on vous a acheté votre billet et vous allez à Paris nous raconter ce qui se passe, on n'y comprend rien, quoi. En gros, c'était ça, quoi. Donc j'ai pris le train à la gare Saint-Jean à Bordeaux et je me suis retrouvé à Paris pour couvrir mai 68 avec un sentiment, vous avez raison, ambigu, parce que j'étais journaliste professionnel, j'avais ma carte, j'étais tout à fait officiellement, j'étais chargé de couvrir mai 68 pour le 3e grand quotidien régional d'information, mais j'étais en même temps étudiant, quoi. Et alors, je me souviens sur le Boulmiche, au moment de l'occupation de l'Odéon ou de Sciences Po ou de la Sorbonne, oui. Je ne savais plus très bien où était ma place, est-ce qu'elle était dans la rue et tout. Et j'ai fini par le dire dans les articles. Je suis sorti, si vous voulez, je suis sorti de cette ambiguïté en affichant clairement la couleur, en disant la vérité, quoi. Dans les articles que j'ai envoyés à Sud-Ouest, je disais ça, qu'il m'était arrivé aujourd'hui d'hésiter. Et donc j'ai fait ce travail, j'ai couvert tous les événements, en effet. Décrocher le prix Albert Londres, que vous avez décroché en 72, c'est un sésame quand même pour un jeune journaliste. Oui. C'était pour un sujet qui parlait de quoi? C'est pour la guerre du Vietnam. Et j'ai fait un reportage extraordinaire sur la guerre du Vietnam. Quand je dis extraordinaire, je ne parle pas de la qualité du reportage. De ce que vous avez vécu, vous. Et j'ai fait ce reportage, figurez-vous, grâce à un missionnaire. Oui, déjà. Décidément. Ouais, grâce à un curé des missions étrangères de Paris, qui est d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il était devenu le supérieur des missions étrangères de Paris, ici en France, Jean-Baptiste Etcharen, basque, dont j'avais fait la connaissance à Saïgon, qui détestait les journalistes parce qu'ils s'en méfiaient, mais qui était basque. Moi, je représentais Sud-Ouest, le journal que lisaient ses parents au Pays Basque. Tout marche à l'affectif. Il n'était jamais parti du Vietnam depuis 17-18 ans. Et il a accepté de m'emmener avec lui pour traverser le Vietnam, y compris dans les zones où les journalistes occidentaux n'avaient pas accès, qui étaient contrôlés par les Nord-Vietnamiens, le Viet Cong. Et je suis parti en effet avec Jean-Baptiste Etcharen. Il m'a quelquefois présenté comme un jeune aumônier, comme un jeune curé. Et j'ai fait en effet un reportage formidable grâce à lui, quoi. Grâce à lui. Et parce que j'ai raconté des choses que personne n'avait raconté avant vous, quoi. Que la grande presse, qui était complètement quand même dans la machinerie militaire américaine, ne pouvait pas voir, ne pouvait pas raconter, quoi. Aller dans les villages et puis discuter avec des familles
par exemple, une famille qui avait un fils du côté du Viet Cong et un fils du côté de l'armée sud-vietnamienne, et discuter avec eux et tout ça, c'était des choses qu'aucun journaliste ne pouvait faire. Donc, alors en effet, ça m'a valu le prix Albert Londres. Oui. Alors aujourd'hui, vous êtes jury du prix Albert Londres. Oui, j'ai été élu au jury avec beaucoup de satisfaction À et beaucoup de vie joie. À vie, des heures et des heures de documentaires à regarder, parce que c'est aussi un prix pour des œuvres audiovisuelles. Oui, puis comment vous dire, il y a eu un moment... Des pages et des pages de reportages à Oui. lire. Puis il y a eu quelque chose de sentimental qui m'a beaucoup ému, parce que j'ai été élu pour remplacer Henri Amouroux qui venait de mourir, quoi. Donc il était président, donc je n'ai pas été élu comme président du jury, c'est Josette Alia, mais si j'ose dire, j'ai été élu au fauteuil d'Henri Amouroux, qui a été mon initiateur au journalisme, qui a été mon premier patron, quoi. Et voilà, ça a été pour moi important. On va rester dans l'écriture avec un texte que je vous ai demandé d'apporter. Enfin, Oui. comme à chaque invité, je demande d'apporter un texte. Et voilà, avec quoi êtes-vous venu, Jean-Claude Guibaud? Oh, je vais vous dire, je suis venu avec un livre que j'ai écrit avec Raymond Depardon. Parce que Raymond Depardon, nous avions une vieille amitié. C'était un compagnon de route. Oui, qui remontait au Vietnam. On s'est connus au Vietnam. Et on a eu l'idée un jour de retourner au Vietnam 20 ans après pour faire quelque chose sur le retour. Et puis, comme on a fait ce livre sur le Vietnam qui s'appelait La colline des anges, qui a été traduit par les Américains et qui a assez bien marché, on a voulu refaire la même chose sur une autre partie du monde qui avait beaucoup compté pour nous, aussi bien pour lui que pour moi, parce qu'on y était allé souvent en reportage, on avait couvert des événements tragiques, et ça nous avait beaucoup marqué, c'est l'Éthiopie. Ou plus exactement la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire l'Érythrée, l'Éthiopie, il paraît que c'est des la paysages Somalie, absolument sublimes. Et c'est vrai qu'on a fait ce livre qui s'appelle La Porte des larmes. On a fait ce livre en 96. La Porte des larmes, c'est tout simplement la traduction de l'expression arabe Bab el-Mandeb. Le détroit de Bab el-Mandeb, en français, ça veut dire le détroit de la Porte des larmes. Le détroit qui sépare en gros l'Éthiopie du Yémen et l'Afrique du monde arabe, quoi. Et on a fait ce long retour. On est parti de Djibouti par le train, par les taxis, par les autobus. On a passé 3 mois à faire un long retour, notamment dans la tragédie, parce que pour moi, ça avait été l'Éthiopie avait été synonyme de tragédie. D'abord parce que, et c'est ce petit texte que je voudrais vous lire, c'est la première fois de ma vie où j'ai véritablement été bouleversé, plus encore que par toutes les guerres, par la découverte de la première famine en Éthiopie, en 1973, la famine qui a abouti à la révolution, qui a provoqué la révolution, parce que l'empereur Haïlé Sélassié voulait dissimuler cette famine, par orgueil. Il a voulu la cacher au reste du monde. Et j'ai joué un petit rôle à ma mesure avec un autre confrère de la BBC anglaise. Nous avons été les deux qui ont révélé au monde la gravité de cette famine. Et Jacques Fauvet, au Monde, m'avait demandé de partir clandestinement, sans me déclarer comme journaliste, pour aller enquêter sur les 2 provinces d'Éthiopie qui s'appellent le Wollo et le Tigré, qui sont à 600 km d'Addis Abeba, qu'on disait touchés par la famine, ce que démentait le régime impérial, quoi. Et je crois que ça a été le choc le plus bouleversant de ma vie, quoi. Voilà, j'avais 29 ans et je voulais vous lire un petit passage pour 10. En fait, j'écris j'avais 30 ans, mais j'avais 29 ans et demi pour être précis. J'avais 30 ans. Je me souviens très exactement de ces hommes et femmes posés sur le bord des chemins comme des chiffons, de ces cadavres hâtivement enfouis devant les toukouls c'est les maisons, tandis que tout autour, la vie continuait. Avec de la musique dans les rues de Dessier et les vitrines des cafés allumées, j'étais saisi de dégoût et de honte. Ni les guerres asiatiques, ni les tueries orientales, jamais ne m'avaient concerné autant que cette évidence du mal tranquillement exhibée. Étais-je naïf ou émotif à l'excès ? À chacun son initiation. La mienne fut éthiopienne. Le monde était effectivement méchant. On pouvait y mourir au pied des maisons ou festoyer les riches. L'inégalité cessait d'être une idée apprise ou une fatalité abstraite. Voilà qu'elle prenait corps, épaisseur, puanteur, dans ces silhouettes titubantes, enveloppées jusqu'aux yeux dans leur linge couleur de crasse. Plus tard encore, ni les malheurs d'Arménie ou du Rwanda, ni les assassinés de Beyrouth, Kaboul, Sarajevo ou d'ailleurs n'ont pu édulcorer dans ma mémoire cette première rencontre avec l'injustice absolue. Les tragédies et les guerres que tout journaliste apprend à côtoyer,
porte en elle je ne sais quel principe d'exception, d'anomalie provisoire qui en atténue l'épouvante. Pas cette famine paysanne, silencieuse, hagarde, qui suppurait comme la plaie même de l'histoire. C'est un souvenir qui vous hante toujours? Ouais, oui. C'est tout d'un coup, vous voyez, même quand on a vu beaucoup de morts, beaucoup de tueries, le Vietnam, le Liban, etc., là, tout d'un coup, l'injustice absolue, c'est-à-dire des gens qui meurent sous les yeux de gens normaux qui sont au restaurant, qui mangent, etc. J'ai vu dans les villages du Wollo des instituteurs qui avaient arrêté leurs cours et qui, avec leurs élèves, c'est-à-dire des gosses de 13-14 ans, passaient leur temps du matin au soir à enterrer les cadavres. Des gens qui sortaient de la campagne et qui mouraient sur les trottoirs. J'ai vu, c'était à l'époque où, en Éthiopie, il y a 2 récoltes par an. Il y a une céréale qui s'appelle le teff, qui ne pousse qu'en Éthiopie. Et donc, il y a 2 récoltes par an. En pleine famine, j'ai vu dans des champs, comme ça, d'immenses champs de grands propriétaires fonciers, j'ai vu des récoltes faites à la main, à la faucille, et avec les paysans qui faisaient la récolte, comme ça en ligne, et à chaque coin du champ, il y avait des régisseurs avec une carabine à répétition pour empêcher que les paysans mangent une poignée de grains en faisant la récolte. Je veux dire, là, tout d'un coup, vous voyez, vous recevez en pleine figure des choses qui vous ramènent à notre Moyen-Âge, à nous, aux sociétés anciennes, etc. Comment faire pour ne pas désespérer? Et puis, comment vous dire, il y a la chose dont je ne parle pas, je n'ai même pas voulu en parler, c'est le fait que dans ces villages, nous étions, parce qu'il y avait pas d'Européens, on était venus un peu, on avait loué des mules à un moment donné pour aller, on pouvait plus aller en voiture donc on a cheminé à dos de mulets, quoi. Et on arrivait quelquefois dans les villages, on était environné de 20, 30, 40 enfants de 5 ans, 6 ans, tous orphelins, dont les parents étaient morts de faim. Et les parents, avant de mourir de faim, ils donnaient leur dernière nourriture à leurs enfants. Donc il y avait des hordes comme ça d'enfants orphelins qui erraient dans la campagne et qui nous sautaient dessus en nous disant, en s'agrippant à nous, emmène-moi, emmène-moi. Et il y avait 3 ou 4 gosses comme ça. Et vous dites, si j'en emmène un, je le sauve. Mais je ne peux pas en emmener un. Donc, vous savez, c'est des choses qui sont d'une violence psychologique, d'une violence morale, voilà, forte. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu choisir ce petit texte, parce que je pense que ça m'a plus impressionné que les batailles du Vietnam ou les guerres civiles, la guerre civile dans les rues de Beyrouth, qui était aussi une sauvagerie. Là, c'est tout d'un coup le concept même de méchanceté du monde, quoi. Oui, je veux dire, et comment on fait justement alors pour pas désespérer? Il y a un beau passage des psaumes, tel que l'interprète d'ailleurs la tradition juive, que je trouve très beau. Ne pas accepter d'abandonner le monde aux méchants, quoi. Il y a une méchanceté naturelle du monde, quoi. Il y a une logique du monde qui fait que les forts triomphent des faibles, les riches triomphent des pauvres, etc. Et dans le christianisme, il me semble qu'il y a une idée d'insurrection contre cette logique-là. Voilà. C'est toute la subversion du christianisme? Ouais. C'est ce que j'appelle la subversion du christianisme. Même si le christianisme est une religion qu'on peut considérer, en tout cas pour l'Occident, en déclin, ça vous plaît bien finalement cette idée de se dire qu'on peut être une minorité agissante, oui, parce qui que vient un petit je peu... crois que dans l'histoire du christianisme, au fond, il y a 3 christianismes. Il y a 3 formes de christianisme, vous savez. Il y a le christianisme de la puissance, le christianisme institutionnel. Pensez à l'Ancien Régime, pensez à la conversion de Constantin, de l'Empire romain, le christianisme devenu religion officielle de l'Empire romain. Ça, c'est le christianisme de la puissance temporelle, de l'institution. Pensez à la France catholique, la France fille aînée de l'Église, etc. C'est le premier christianisme. Il y a ensuite le christianisme de la protestation. Il y a le christianisme de l'insurrection. Tout au long de l'histoire. Il y a Saint François d'Assise, il y a les ordres mendiants, il y a Saint Vincent de Paul, il y a Joachim de Flore, il y a Saint Jean de la Croix. C'est le christianisme de la protestation, quoi, de la protestation contre l'injustice du monde. C'est le christianisme subversif qui transporte le message incandescent. Quelquefois d'ailleurs en se faisant engueuler par l'institution, en étant dans les marges de l'institution, qui par nature est conservatrice, elle voudrait qu'il n'y ait pas de... Et puis il y a un 3e christianisme qui est aussi fascinant, qui m'éblouit, c'est le christianisme de la sainteté, quoi.
c'est le christianisme des grands mystiques. Donc il y a ces trois formes de christianisme. Et je pense qu'elles se côtoient, elles cohabitent toujours, elles sont toutes les trois ensemble tout le temps, quoi. Avec une figure spécifiquement dans le troisième christianisme, ce christianisme de la sainteté, comme vous dites, mystique, qui vous interpelle plus particulièrement? Il y a une figure en ce moment, il me semble que tous les jours on devrait parler de lui, parce que c'est Christian de Chergé, l'un des 7 moines de Tibérine, qui a sans doute écrit le texte chrétien le plus beau du siècle, quoi. C'est quelques pages où il dit à l'avance, il sait qu'il va être égorgé, et il demande à l'avance qu'on n'impute pas à l'islam tout entier ce qui va lui arriver, quoi. C'est-à-dire qu'il s'offre au dialogue au-delà même de sa propre mort, quoi. C'est un texte magnifique. Alors ça, en effet, on est dans le christianisme de la sainteté. Voilà. Je vous ai demandé d'amener un objet, Jean-Claude Guilbault, que je vais découvrir en même temps que les téléspectateurs, parce que comme vous êtes très joueur et très facétieux, vous n'avez pas voulu me le montrer avant. Mais il le cache encore. J'ai réfléchi, je vous le cache parce que on s'attend d'un ancien grand reporter qui l'amène, je sais pas moi, un objet venu d'Afrique ou je sais pas moi, un éclat d'obus, un truc. C'est un peu vrai. Vous attendiez probablement parce que j'aurais pu vous amener un éclat d'obus, une douille. J'ai gardé des grenades lacrymogènes de mai 68 par exemple. Mais ça m'a énervé tout ça. J'ai préféré vous amener une chose beaucoup plus simple et beaucoup plus moderne. C'est tout petit. Un dictaphone? Non. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que, en effet, dans mes livres, je parle beaucoup des transformations gigantesques que nous vivons, quoi. Je vais vous dire, dans ce petit objet qui est grand, qui est tout petit, qui est pas un téléphone portable. Qui est une clé USB. Ah, c'est une clé USB. Mais attendez, elle est grosse c'est pas quand même, seulement une clé USB, parce que là-dedans, il y a tous mes livres, tous mes articles que j'ai écrits depuis 20 ans sont là, tous. C'est-à-dire des milliers de pages, n'est-ce pas? Il y a, je crois qu'il y a 250 morceaux de musique, parmi ceux que je préfère, que je peux écouter, là-dedans. Il y a aussi une radio où j'écoute la radio tous les matins, je zappe, dans tout ça, il y a ça, dans ce tout petit objet. Et ce petit objet, je l'ai depuis 4 ans. Il est déjà ringard. C'est un objet qui est aussi ringard qu'une hache de pierre. Mais bien sûr, parce qu'il ne repasse pas vos pantalons, donc à partir de ce moment-là... Je veux dire par là que l'objet contemporain maintenant, d'abord, il est 3/4 plus petit que ça. C'est pour vous dire que nous entrons dans un univers où le stockage de l'information, de la musique, des images, l'accès aux médias, l'accès à l'information, vous comprenez bien qu'on entre dans un autre monde. Je pense à mon père qui est mort en 73, il y a quand même, ça fait jamais 36 ans. Si je lui montrais ça, en lui expliquant que là-dedans, il y avait tous mes livres, qu'il y avait tous mes articles, qu'il y avait toutes les chaînes de radio, et que c'était déjà considéré par mes enfants comme un vieux truc, parce que c'est un truc qui date de 4 ans, mais un truc. Et ça veut dire que dans les 10 ans qui viennent, il faudra qu'on s'habitue à avoir un rapport tellement incroyable avec le savoir, avec le texte, avec le son, avec l'image, que voilà, j'ai voulu vous montrer une seule indication pour bien insister sur le fait que nous sommes en train de passer d'un monde à un autre. Nous entrons dans un autre monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. C'est assez journalistique quand même comme objet, hein. Pourquoi journalistique? Je ne sais pas, pour stocker finalement de l'information. On y stocke de l'information et de l'écrit. Vous savez, les gens qui écoutent ça, ils écoutent la radio, ils écoutent leur musique préférée. C'est vrai aussi. Mais c'est vrai que c'est surprenant, c'est pas ce que j'attendais, effectivement. Parce que je suis assez fasciné par la rapidité des transformations que nous sommes en train de vivre. C'est l'objet d'un prochain livre éventuellement, ou d'une prochaine chronique qui sont faites de ça, de l'observation aussi, des fois de l'air du temps, des fois de vagues de fond plus profondes. Je travaille sur un livre un peu plus pessimiste, un peu plus inquiet, quoi. Ah. Ouais. Après les 7 livres sur le désarroi contemporain. Oui, parce que je veux, mais il va me falloir encore 2 ou 3 ans de travail. Je voudrais aller au fond d'une question qui est en filigrane comme ça, derrière l'actualité, que les Français connaissent mal et qui me paraît redoutable. C'est la question de ce que les Américains appellent les gender studies. C'est cette revendication d'abolition des sexes, d'abolition de la différence entre les sexes. C'est Judith Butler, etc. Le mariage homosexuel n'est qu'une petite anecdote de ça, si vous voulez. Et puis, il y a aussi une pensée qui est en train de naître et que je trouve terrifiante et qui est plus influente qu'on le croit, y compris dans beaucoup d'organismes officiels. C'est la pensée de la post-humanité ou de la transhumanité. Il y a des gens qui disent il faut que nous renoncions à l'humanisme.
Nous allons accéder à un univers où il faudra renoncer au concept même d'homme. Nous allons accéder à un autre état de l'humanité. Bon, bref, à ceux des spectateurs qui s'intéresseraient à ça, je conseille un petit livre qui vient de sortir, qui est remarquable, d'un philosophe, Jean-Michel Beignet. C'est un livre qui s'appelle « Vers le post-humain ». Et c'est un livre remarquablement fait, précis, calme, pas emporté, et qui fait un petit peu froid dans le dos, parce que là, il y a l'émergence d'une idéologie. Je pense qu'il faut prendre les devants, parce qu'elle menace les fondements même de ce que nous sommes, quoi. Alors, il y a ce livre que vous conseillez, il y a le vôtre qu'on verra apparaître d'ici 3-4 ans, il y a celui qui vient de sortir de Jean-Claude Guilbeault, La confusion des sentiments, qui est un recueil des différentes chroniques de la vie, des chroniques de la vie. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Là, il nous reste toute petite minute, Jean-Claude Guilbeault. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour la suite? Ouais. Bah écoutez, rien d'apprendre un peu mieux encore à être chrétien, oui, en effet, d'approfondir ça, d'aller encore un peu plus loin. J'ai beaucoup de choses à apprendre, j'ai acheminé. Et puis de faire de faire face sans trop d'erreurs, sans trop d'injustice, à ce tourment qui s'abat sur l'Église en ce moment, quoi. C'est vrai que je suis au milieu en ce moment de chrétiens qui sont perdus, qui sont déboussolés. Les affaires du Vatican, les affaires Williamson, l'affaire du sida en Afrique. Tenir bon alors. Il y a tout d'un coup, une sorte de vent d'inquiétude, de désarroi qui traverse l'Église, et j'espère que là-dedans, je serai capable de répondre aux questions qu'on me pose sans dire de bêtises, sans être injuste, sans être idéologue, sans stigmatiser les autres, quoi, sans être discriminant, en essayant d'être vrai, quoi. Ça, on peut se le souhaiter à tous, hein. Je vous le souhaite à vous, je vous souhaite un bon cheminement. Et je vous le souhaite à nous aussi, tout ce que vous venez de dire. Merci infiniment, merci à vous. Jean-Claude Guilbeault. Merci.